Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Strength and Mobility Podcast. Je m'appelle Hugo, je suis votre hôte et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nouveau podcast, nouvel épisode, un épisode qu'on a voulu faire depuis un petit moment. C'était un petit peu galère de se caler sur l'emploi du temps. On a affaire à quelqu'un de assez occupé. Du coup, Naj, bienvenue Naj. Merci beaucoup, merci de l'accueil. Merci d'être là aujourd'hui. Du coup, Naj, pour ceux qui ne te qui ne connaîtraient pas ton petit décor, tout ça, même si ça a commencé un petit peu à rentrer dans les têtes un petit peu, parce que c'est toujours la même chose, est-ce que tu peux rapidement nous dire ce que tu fais dans le sport, qui tu es, tout simplement? Bien sûr, bah alors pour ceux qui ne connaîtraient pas mon décor ou qui je suis, alors je m'appelle Najib, mais plus connu sous le réseau sous le nom de Naj ou Naj Befit. Donc je suis déjà de base coach sportif, donc depuis 2014, d'accord, d'abord à l'étranger, puis en France. Donc après, je suis affilié avec des centres de formation aussi en France, donc notamment l'IMF. À côté de ça, je suis ce qu'on pourrait appeler un créateur de contenu. Je pense que ça reste pardon, j'ai la lumière qui s'est barrée. Je pense que ça reste une bonne manière de décrire la chose. Donc, créateur de contenu dans le sens où je poste du contenu sur mes réseaux, que ce soit Instagram, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'alimente des vidéos de types divers et variés qui touchent beaucoup au fitness forcément parce que c'est mon métier, mais après à d'autres choses, des fois c'est simplement du divertissement, des fois c'est des choses un peu plus personnelles. Et au-delà de ça, je suis en création d'entreprise, donc sur une entreprise de consulting, donc qui aura pour but d'aider et d'accompagner les gens qui aimeraient se lancer dans le coaching sportif en ligne. Donc, je suis en projet de développement sur cette année et ça devrait voir le jour aux alentours de septembre-octobre si tout se passe bien. Je vais juste rallumer la lumière 2 secondes. C'est parce que- Du coup, pour revenir sur le côté coaching en ligne, c'est un truc que Ouais. tu fais assez principalement maintenant. Alors, C'est devenu quand même ton activité principale pendant un long moment, c'est ça? à l'heure actuelle, c'est même mon travail à plein temps. Ça veut dire que, bon, après, à côté de ça, j'ai, comme je l'ai expliqué, ma création de contenu, ma création d'entreprise, mais d'un point de vue financier, ma rentrée principale d'argent, c'est-à-dire 80% de mes revenus viennent du coaching en ligne. Maintenant, il faut savoir que depuis 2014, je viens du coaching en salle. C'est-à-dire que j'ai démarré en salle, j'étais personal trainer pendant des années. Ça fait un an, un peu plus d'un an que je suis à temps plein en ligne. Mais avant ça, je viens de 6 ans de coaching en club. D'accord. Et pourquoi tu t'es dit, parce que c'est un truc qui émerge beaucoup, bon maintenant, il y a eu une année quand même où on a été un peu obligé, entre guillemets, de passer par là. Je pense qu'il y a Ouais, beaucoup de personnes qui se sont lancées, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont vu un petit peu l'opportunité, tu vois, comme toujours ouais, quand il y a des trucs qui marchent. Mais toi, tu étais quand même un petit peu avant, du coup, un an et demi. C'était ouais. pourquoi tu as Disons voulu que partir plutôt en bah, ligne? je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose qui m'a trouvé. C'est pas moi qui ai cherché à être coach en ligne, dans le sens où en fait, moi, mon but à la base, quand je me suis lancé sur les réseaux, c'était de promouvoir mon activité de coach en salle. Ça Mhm. veut dire que je faisais même exprès de targeter les clubs de sport dans Paris pour trouver des coachings, etc. Et mon but par rapport au réseau, c'était principalement le partage. D'accord. Dans le sens où, en les lançant, j'avais absolument pas en tête de me dire, OK, ça va me donner des opportunités, ça va me créer enfin, m'ouvrir des portes. Moi, dans ma tête, c'était vraiment, OK, je suis coach, je prends plaisir à enseigner le fitness aux gens, mais bon, je peux pas le faire à grande échelle dans ma salle. Donc, du coup, tu vas sur les débuts de mon Instagram et c'était vraiment beaucoup des posts conseils, en fait. Et de là, si tu veux, ce qui en a découlé, c'est que des gens, sans que je cherche à leur vendre quoi que ce soit, se sont dit, OK, ce mec, il a l'air de savoir de quoi il parle. En plus, on aime bien sa personnalité. Et de même, en fait, c'est venu des gens qui me contactaient pour me dire, excuse-moi, est-ce que tu proposes du coaching? Ouais, bien sûr. Bah, écoute, je suis sur Paris. Ah mince, moi, c'est dommage, je suis à Toulouse. Mais sinon, tu le ferais pas en ligne à distance, tu me fais mes programmes. Du coup, une personne m'a demandé ça, deux personnes, trois personnes. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il y a sûrement quelque chose à faire. Mais disons que ça s'est vraiment fait plus de manière organique. C'est pas moi qui me suis dit un jour, en me réveillant, OK, je vais devenir coach en ligne. C'est voilà, j'ai commencé à avoir un semblant d'opportunité. Et de là, j'ai dit, OK, mets les bouchées doubles. Après ça, ce qui a eu lieu, c'est qu'il y a eu le confinement. Et disons que ça a propulsé en fait mon activité de coaching en ligne. Ça veut dire qu'avant ça, disons que pendant toute l'année 2019, enfin, ouais, 2019 et début 2020, donc juste avant la pandémie, Ouais. j'avais un peu les deux casquettes. D'accord. On dirait que j'avais à peu près 80% de coaching en club et le 20% de mes revenus venaient du coaching en ligne. Donc j'avais 4, 5 personnes. Ce qui Ok. s'est passé avec le confinement, c'est que je me suis retrouvé sans ce 80%. Et donc là, j'ai commencé à faire du contenu
de manière beaucoup plus soutenue. J'ai créé un site, j'ai commencé à standardiser et à professionnaliser mon offre. Mhm. Parce qu'au début, c'était un peu ghetto. J'envoyais les jets par SMS. Enfin voilà, c'était genre, j'avais pas d'organisation. Donc là, je me suis dit, non, ok, on va essayer vraiment de rendre ça beaucoup plus pro. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé à mettre les bouchées doubles. À tel point que, du coup, en juin, quand les salles de sport ont réouvert, Mhm. juin 2020, j'ai pas eu besoin d'y aller. Ok, ouais. Voilà. Et puis même, ça a été, j'imagine que ça devait être rassurant le fait de se dire, bon, ben, même si ça referme, ce qui était le cas d'ailleurs, hein, même si ça referme, bon, Voilà. ben, toi, t'es tranquille, t'as ton truc, et ça marche, peu importe ce qui se passe, quoi. Oui, voilà. Après, c'était pas vraiment ma préoccupation principale, dans le sens où même si tu es coach en présentiel, Mhm. les salles ferment, tu peux toujours faire du domicile, tu peux toujours aller dehors. Enfin, tu peux toujours trouver des manières de coacher, on va dire. La vraie chose que je me suis dit par rapport à cette orientation que je prenais, c'était surtout de me dire, tu es libre géographiquement. Dans le sens où, par exemple, j'ai eu une opportunité pour bosser avec une marque, il fallait que je sois à Lyon. Le Ok. mec, il m'a envoyé, il m'a dit, ouais, quand est-ce que tu peux être à Lyon? Je dis, je suis à Lyon demain, si tu veux. Tu vois, et pareil, dès qu'il y a eu le deuxième confinement, je me suis barré en Grèce, je suis resté là-bas un mois. En fait, tant que j'ai mon MacBook, il y a une connexion Wi-Fi, tu vois, et c'était vraiment ça la plus grosse plus-value. C'était de me dire, OK, tu as l'opportunité de développer tes projets. Parce que j'avais beaucoup de projets depuis longtemps que je ne pouvais pas mettre en place parce que justement, à l'époque où je coachais en salle, je coachais énormément. Ça m'arrivait d'ouvrir et de fermer la salle. Ok. Donc, arrivé à ce stade-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur. Hmm. C'est bien dans un sens parce que tu fais des sous, tu es content. Mais à côté de ça, on va dire que ça m'empêchait beaucoup de me dire, OK, j'ai ces projets-là, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux développer ceci, développer cela. Rien que faire une chaîne YouTube, je l'avais en tête depuis des années. Mais je le fais vraiment depuis un an parce que depuis maintenant, j'ai le temps. Avant, j'étais en club du matin au soir, j'avais absolument pas le temps de faire tout ça. Donc, du coup, ça a vraiment été ça la plus grosse plus-value. Au-delà de me dire l'aspect sécurité, Hmm. parce que je pense que quand on a la chance d'avoir quand même un diplôme dans lequel tu pourras toujours à peu près t'en sortir. Tu vois, il y a beaucoup il y a des associations, il y a des, tu vois, enfin voilà, tu peux bosser en entreprise, il y a des clubs, il y a du perso, enfin voilà. Donc, c'est pas l'aspect sécurité en général pour un coach, il est là, Mhm. à peu près, jamais à 100%, mais ça n'existe pas. Mais en général, tu pourras toujours retomber sur tes pattes, surtout si tu vis en agglomération. Mhm. Mais voilà, c'était plus l'aspect praticité et l'aspect, là maintenant j'ai la place de faire, tu vois, aller dans le sens de mes projets. Ok, cool, c'est top. Et c'est marrant comme parcours parce que c'est vrai que maintenant, il y a quand même énormément, comme j'ai dit précédemment, il y a quand même énormément de personnes qui voient ça comme une opportunité. Justement, le fait de Mhm. se dire, ah ben, ça marche de plus en plus, donc il y a de l'argent à faire là-bas, donc il y a Ouais. des places à se faire. Donc bon, ben, si ça marche là-bas, si je vois Nage qui marche bien, bon, ben, je vais faire comme lui, etc. Et toi, en Mhm. fait, tu n'as pas choisi ça et c'est peut-être comment dire, l'honnêteté de ta démarche qui a fait que ça a été aussi durable. Le fait que ben, tu n'aies pas tout donné pour absolument faire ça, que ça s'est fait un petit peu tout seul et Mhm. qu'après, bon, ben, tu as fait ça aussi par le côté pratique. Bon, ben là, je suis obligé d'aider mes clients que je peux plus voir en salle. Là, je suis obligé Mhm. d'aider mes clients qui veulent absolument que je les coach alors qu'ils sont toulousains, alors qu'ils sont bordelais, alors qu'ils sont marseillais, etc. Je pense que c'est ça aussi, plutôt que d'aller dans le sens inverse, te dire, bon, ben, ok, je suis coach, diplômé ou non, tu vois, et je me lance, ben, je vais être coach en ligne, tu vois. Je vais être là à coacher plein de personnes. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que, enfin, je sais pas, en tout cas, Disons que si, parce que dans un sens où, si tu veux, en ce qui concerne le coaching, une chose qui va être extrêmement mise en avant et qui est très importante, ça va être ta personnalité. Ça veut dire que, par exemple, je sais que je suis un bon coach, tu es très certainement un très bon coach aussi. Tu connais 20, 30, 40 bons coachs et j'en connais peut-être 150. Les bons coachs, il y en a partout. Quel est le facteur différentiel entre tous ces ouais. coachs? Pourquoi est-ce que je vais me dire, OK, je veux Hugo en coach et pas Fred? Parce que dans les deux, OK, dans tes programmes, il y aura du squat, il y aura du bench, il y aura, voilà. Tu as tes méthodes. Je ne dis pas que tu vois, tu es générique, tu as ta méthode de travail, mais tu restes un coach qui a été formé en tant que coach et qui, du coup, a des connaissances que je partage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quel est le vrai différentiel de ta personnalité? Pourquoi je veux Hugo et pas Fred? Parce que Hugo, je me sens proche de lui. Hugo, quand il parle, ça résonne. Hugo, quand il parle, il me fait rire. Tu vois? Et en fait, le fait que j'avais pas justement cette nécessité qui, tu vois, te rend un peu rigide Hmm. et qui, inconsciemment, tu le transmets dans ce que tu partages dans tes posts, dans tes vidéos, dans tes stories. De tous les 3 stories, c'est: «Si vous avez besoin d'un accompagnement, swipe up». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Moi, le fait que j'étais là et que j'ai ma légèreté, tu vois, si je m'en fous, je tape des délires. Des fois, je vais dire: «Tu sais le nombre de trucs que je fais par jour qui sont contre-productifs au métier de coach?» Tu vois? Des fois, je vais arriver,
Si j'ai un délire à taper, je vais le taper. Des fois, je vais faire des trucs où il y a 15, 20 personnes, 30 des fois, qui vont m'envoyer des messages. J'arrive pas à croire que tu dit ça, unfollow, je sais pas quoi. Mais tu sais, je suis tellement dans ma bulle que du coup, ça devient séduisant d'un point de vue, OK, je veux que ce soit ce mec-là qui me coach. Parce que justement, il fait beaucoup moins, tu vois, arracheur de dents. On dirait moins un marchand de tapis. Il est juste là en train de taper son délire. Et une bonne manière d'avoir cet état d'esprit, soit tu l'as naturellement. Je pense être dans cette catégorie. Je suis un mec qui, de base, est assez. J'ai un tempérament qui est assez détaché. Je prends rien au sérieux. Si c'est pas ton cas, trouve un plan B. Ça veut dire et quelque chose de solide à côté qui fait que tu n'es pas à être tellement, tu vois, engagé émotionnellement et dans le stress vis-à-vis de ça, que ça te fait faire des conneries et que ça te rend malaisant pour les gens qui, du coup, ne seront pas intéressés par ce que tu proposes. Trouve-toi toujours dans une position où tu as le choix. Si ça marche pas, je m'en fous, il y a autre chose. Tu vois. Ouais. La pire des situations dans laquelle tu peux te retrouver, c'est la nécessité. Parce que ça te fait dire oui à des choses qui vont pas dans le sens de tes principes. Ça va te faire accepter des plans qu'en général, tu aurais refusé. Ça va te faire te mettre dans des situations qui ne vont même pas aller dans le sens de tes projets, mais tu n'as pas le choix. Parce que tu n'as rien d'autre. Et toujours un truc sur le côté. Et quand tu es dans la détente et que tu peux te permettre de dire oui, de dire non, des fois, j'ai des marques qui m'ont fait des propositions et quand je les ai refusées, les gens ils me disaient: «Mais t'es un malade, mais c'est le rêve de travailler avec.» Mais je m'en fous, tu vois? La prochaine sera meilleure, tu vois? Et si ça marche pas, c'est pas grave. Dans la mesure où après, je pense qu'aussi autre chose qui a beaucoup joué vis-à-vis de ça, c'est que comme je te l'ai dit, tu vois, de base, moi, je suis un coach de salle. C'est, Mhm. mon premier amour, c'est la salle. J'ai fait ça pendant des années, je sais que je vais y retourner un jour, tu vois? Donc limite, des fois, j'ai même l'impression qu'inconsciemment, j'aurais cette petite satisfaction de si mon coaching en ligne ça foire, je peux retourner en salle comme ça. Parce que ça me manque, tu vois? Donc du coup, être dans Ouais, cet t'as état rien à d'esprit, perdre, quoi. voilà, dans le sens où j'ai rien à perdre. Mon Insta, il se fait pirater demain, je retourne en salle. Je m'éclaterai en salle, tu vois? Je m'amuse plus en salle qu'en ligne. Donc du coup, ça fait que ouais, j'ai pas cette attache et du coup, ça donne envie aux gens de regarder mes vidéos, de lire mes posts, d'acheter mes programmes. Parce qu'ils sentent que s'ils le font pas, c'est pas grave. Regardez pas mes vidéos, achetez pas mes programmes. Tu vois? Donc c'est toujours bien de, voilà, ne pas jouer sa vie, entre guillemets. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Puis je pense que ton honnêteté, elle a beaucoup séduit dans le sens que, bon, moi quand tu parlais de tes posts, j'ai direct pensé à tes posts avec ton iPad, là, les trucs que tu as Ok. fait. C'est aussi ça qui, moi, la première fois que je suis tombé sur ton compte, mais je me suis dit, Ouais. ah, ben, lui, il a un compte spécial, tu vois. On voit pas ça, en plus, c'est marrant parce que tu faisais un truc, c'était même pas forcément très pratique, tu vois, mais direct, on se disait, bah, ben, tu vois, lui, c'est le mec avec l'iPad, tu vois, qui écrit des trucs. Ouais. Tu vois. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était tout le temps des sujets, pas controversés, mais tu vois, où tu donnais ton avis de manière un peu crue. Et je rejoins bien le côté honnêteté où, en fait, les gens, tu sais très bien que quand on commence à bosser en tant que client, en tant qu'élève avec une personne comme toi, et ben en fait, le nage qu'ils vont trouver en tant que coach, ben, ça sera le nage qu'ils ont déjà vu, tu vois. Tu vas pas Ouais. devenir d'un coup un coach ultra froid, etc. On sait qu'en fait, tu t'es déjà livré. Donc en fait, les personnes ont déjà cette décision à prendre entre, bon, ben, j'aime pas, j'aime ou j'aime pas, Ouais. mais en tout cas, ben, si j'aime, c'est celui-là vraiment que j'aurai, tu vois. Ouais. C'est pas un mec en chemise, tu vois, qui présente super bien, on ne sait pas, très démago, etc. Non, On sait et ça exactement donne que c'est pas. ce mec-là. Donc, Ça d'un donne pas. côté, ils Mm. peuvent pas aimer, mais s'ils aiment, ils aimeront énormément parce que c'est limite comme s'ils te connaissaient. Tu vois, Mm. je pense que c'est super fort comme ça et ça aide énormément à. Ouais, comme tu as dit, peut-être que tu n'auras pas les plus gros contrats ou peut-être que. Mais au moins, ce que tu vas créer, ben, j'ai la réelle impression que les gens ils vont se sentir ultra attachés et ultra Ouais, satisfaits de ton travail. on va voir ça. Mais dans la mesure où de toute façon, et ça pour moi, et ça j'en ai parlé bah, dans un podcast que j'ai fait récemment, c'est que si tu veux, de toute façon, pour moi, on va de plus en plus aller dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que si tu veux, bon, les réseaux sociaux, tu les aimes pas, chacun son avis, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que beaucoup de gens qui sont détracteurs des réseaux vont avoir l'argument qui est, «Non, mais avec les réseaux, les gens, ils savent plus communiquer, tout le monde a le nez dans son téléphone» et autres. Bon, tu peux être d'accord ou ne pas être d'accord avec ça, c'est ton choix. Maintenant, la chose qu'on ne peut pas nier, c'est que les réseaux ont rendu les gens extrêmement perceptifs. Ça veut dire que maintenant, on est exposé à tellement de visages qui nous disent tellement de choses, à tellement de textes, à tellement de vidéos, qu'en fait, les gens sont devenus très, très forts pour déceler quand on se fout de leur gueule. Les Ok. gens sont devenus très, très forts pour voir quelqu'un qui ment. Hmm. Il y a rien que dans le milieu du coaching, tu vois le nombre de masques qui tombent. «Ah oui, un tel, on a cramé qui faisait ça, on a cramé.» Tout le monde se fait cramer à droite et à gauche et tu vois, plus on avance dans le temps, plus les gens
on l'aura déjà faite maintenant. Donc, ils savent reconnaître. On peut te la faire une fois, pas deux. Donc, les trucs de vous avez été nombreux à me demander, ça marche de moins en moins. Ce qui marchait il y a 10 ans, quand les gens n'étaient pas encore assez perspicaces, c'est-à-dire je vais louer une corvette pour aller à Santorini ou à Mykonos, tu vois, et prendre une photo avec une chemise et vous faire croire que ça, c'est ma vie de tous les jours. Ou tu vois, je vais aller dans un jet privé qui décolle même pas pour prendre une photo. Et vous... ça marchait du tonnerre de Dieu il y a 10 ans. Il y en a qui sont devenus très célèbres grâce à ça. À l'heure actuelle, ce modèle-là ne fonctionne plus et va fonctionner de moins en moins. Ça veut dire que maintenant, plus que tout, ce que les gens veulent, c'est de l'honnêteté. Et plus ça va, plus ça se consolide là-dedans. Je sais pas si tu connais un compte que j'aime beaucoup en ce moment, c'est un compte qui s'appelle Menteur Menteuse. Et si tu veux, c'est un compte qui va prendre des photos, vidéos, influenceurs et tiens, en gros, qui va cramer là où ils sont Ah oui, photoshopés. d'accord. Ah oui, Ok. tu vois. Et si tu remarques, il y a de plus en plus de ça. Tu vois, il y a de plus en plus de trucs où, ouais, non, mais tu vois, regardez le Instagram vs réalité. Non, non, non. Les gens ont besoin de réel. Les gens ont besoin de voir qu'ils ont un être humain en face d'eux. Parce que le fait de vouloir rêver, on l'a eu, et les gens ont vu les dérives que ça a engendré. Tu vois ce que je veux dire? Où tu as des gens qui se sont littéralement enrichis, et quand je dis enrichis, je te parle de plusieurs millions d'euros, sur la détresse de personnes, parce que leur métier et leur art, c'était de réussir à faire croire aux gens, tu peux avoir ma vie si tu achètes mon truc. Mm. Tu vois? Et ça, eh ben, les gens ont compris maintenant. Et du coup, plus ça va aller, moins justement il y aura cette opportunité de niquer les gens. Désolé, on peut dire de gros ou pas? Bah, bien sûr. Ok, tu vois, il y aura moins cette opportunité, tu vois, de venir la faire aux gens. Et en gros, eh ben, plus ça va aller, plus ça va être ça. Et maintenant, ce que les gens ont besoin, c'est d'honnêteté, de réel. Ils veulent savoir qu'ils ont un être humain en face, surtout après l'année et demie qu'on vient de passer, Mm. où on a eu un vrai rappel à la réalité. Tu vois, et du coup, eh ben, on a compris qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus importantes que, tu vois, avoir une chemise à 150 balles au bord de la plage devant une Mercedes, tu vois. Et du coup, eh ben, pour moi, ça reste, selon moi, la meilleure manière de te démarquer, que ce soit professionnellement, ou même si ton but c'est juste de monter sur les réseaux, t'en as qui veulent juste être connus, c'est ok, pourquoi pas. Réel. Les gens, ils veulent sentir qu'ils ont une personne en face d'eux. Et si tu réussis pas à créer ce lien fort avec les gens qui te suivent, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choix. Bah oui. C'est des créateurs de contenu, il y a des milliers. Tu vois, donc si tu n'arrives pas justement à avoir cette proximité, c'est mort. Et justement, quand tu parles de là, de choix, bon, parce que c'est vrai, maintenant, beaucoup plus qu'avant, il y a de plus en plus de coachs, de plus en plus d'influenceurs, de plus en plus d'athlètes, etc. Et justement, quand tu dis que, donc selon toi, on est un petit peu à la fin de cette ère du faire rêver pour marcher, mais est-ce que tu ne crois pas que, justement, paradoxalement, plus il y a de personnes maintenant sur le marché, entre guillemets, on va utiliser des termes un peu, plus il y a de personnes et plus justement, c'est pas un peu la compétition à qui sera le plus pour se démarquer, tu crois pas? Le plus d'abonnés, le plus riche, le plus musclé, le plus machin? Être le plus, oui, mais pas plus abonné, plus riche, plus suivi. Ça, maintenant, ça fonctionne pas. Je vais même te dire un truc. Mhm. Mes demandes de coaching, sans que j'ai à faire de, comment dire, sans que j'ai à faire moi-même de communication dessus, elles étaient plus fortes quand j'avais 15 000 abonnés que maintenant que j'en ai le double. Ok. Tu vois? Les Mhm. gens ils ont besoin d'accessible. Ils ont besoin de voir en face d'eux un mec que limite ils disent ouais, ce mec-là, si je le croise en soirée dans un bar ou quoi, je vais taper délire avec lui. Genre ce mec-là, ça pourrait être mon pote, tu vois? Ok. Ils veulent plus un mec, tu vois, qui soit par exemple un acteur dans un film. Tu vois, ils veulent plus voir DiCaprio en face d'eux. Ils Mhm. veulent le mec qui pourrait être assis à côté d'eux dans le bus. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Genre, voilà. Donc tu vois, il y a même limite ce truc de ça peut paraître un peu plus impressionnant. Et être le plus musclé, c'est pareil. J'étais beaucoup plus mis en avant en tant que coach Mhm. avant de faire ma transformation physique qu'après. Parce qu'après, on m'a beaucoup plus mis en avant vis-à-vis de mon physique D'accord. En tant qu'athlète. en tant qu'athlète. Dans le sens où avant, si tu veux, je suis pas quelqu'un qui s'est fait connaître grâce à son physique. Même si, tu vois, j'ai toujours eu un corps et je me suis toujours entraîné. Et voilà, j'ai jamais, tu vois, j'ai toujours été physiquement d'un niveau avancé. Maintenant, c'est jamais quelque chose que j'ai mis en avant. Il pouvait se passer 6 mois sans que tu vois une seule photo de mon corps, tu vois. Donc, du coup, qu'est-ce qui restait aux gens? Le coaching. Quand j'ai préparé ma compétition et du coup que j'ai fait ma transformation physique, et là j'ai beaucoup plus communiqué autour de mon physique, Mhm. bah, ça m'a limite retiré du prestige en tant que coach parce que maintenant on me voyait beaucoup plus comme un athlète. Et D'accord. même pour certaines personnes, c'était genre, ah mais ce mec-là c'est une machine, mais il va me coacher, mais il va me tuer, ou alors ouais, mais non, mais ça c'est sûr que je pourrais pas l'avoir, ou alors ouais, mais s'il passe plus de temps à s'occuper de son propre physique que ses élèves, etc. Donc tu vois, cette ère inaccessible, Mhm.
Et ben maintenant, il est en train de devenir ça, inaccessible. Et du coup, les gens comprennent maintenant qu'ils ne peuvent pas y accéder. Donc, ils veulent du réel. Et pour ça que je répète et que je rabâche et que je me répéterai toute ma vie sur le fait que quand des gens me disent: «Je veux me lancer dans le coaching en ligne, mais bon, j'ai pas assez d'abonnés», tu peux avoir 1 500, tu peux avoir 800 abonnés sur Instagram et en vivre à plein temps. Il suffit juste d'avoir les 800 bonnes personnes. Ouais, c'est Parce que parce que si ces 800 là, ce sont des gens qui sont, tu vois, qui sont acquis à ta cause, qui veulent acheter tes programmes, qui veulent participer à ce que tu proposes, est-ce que toi, tu serais capable de coacher 800 personnes? Non, ce serait trop. Ça veut dire que rien que ces 800 là, déjà, c'est assez de personnes. Il suffit juste de te concentrer sur la qualité de ce que tu proposes. Pareil pour le physique. Comme je te dis, à l'époque où j'avais un physique qui était bien, mais pas ouf, j'étais beaucoup plus mis en avant en tant que coach. Ou maintenant, j'ai limite l'impression que je dois faire mes preuves 2 fois plus pour montrer que, OK, je sais de quoi je parle. Parce que les gens vont beaucoup te dire: «Ouais, coach influenceur, coach youtubeur, d'accord. nanana, tu fais des compètes, mais tu pas vraiment un coach, c'est juste que tu as un physique et que du coup, maintenant, tu t'en sers pour faire de l'argent. On a remis en cause mon diplôme, on a dit: t'es pas vraiment diplômé, tu es un coach des réseaux». Enfin, tu vois? Parce que justement, maintenant, il faut que je prouve. C'est un peu pour te faire une analogie un peu tirée par les cheveux, mais tu vois, c'est un peu comme un mec, qui serait super beau physiquement et qui du coup, il doit travailler 2 fois plus dur pour prouver qu'il est pas stupide auprès des filles. Tu vois un peu l'analogie? C'est un peu Carrément. le même truc. Tu as beaucoup plus de taf pour montrer. Donc Ok. dans l'autre, c'est pas une course à donc tu peux être celui qui a moins de followers, celui qui a le moins bon physique, celui qui a peu importe. Si tu sais te communiquer, être réel autour de ce que tu vends et avoir une manière originale de présenter ton produit, tu vas cartonner. Peu importe à quoi tu ressembles, peu importe le nombre de followers, peu importe, la qualité de tes vidéos, peu importe tout ça. Si tu sais mettre en avant ce qui te rend unique et que tu essaies pas d'être quelqu'un d'autre, Mhm. ça va. C'est intéressant d'avoir ton point de vue de quelqu'un d'assez avancé sur ce côté-là, parce que Ouais. c'est pas que c'est contre-intuitif, mais presque, tu vois, le fait de se dire, bon, ben, en fait, c'est pas forcément le meilleur influenceur qui fait le meilleur coach en termes de réussite, comme tu Non, dis. C'est que, en fait, tu peux avoir énormément de personnes qui te suivent, mais si c'est des personnes qui te juste suivent plutôt que te vraiment t'adorent, etc. Et est-ce que justement par rapport à ça, tu as senti qu'il y avait une différence entre la facilité et la proximité d'avoir de la clientèle en salle, justement, parce que là, tu peux les voir, tu peux discuter avec eux, etc., par rapport en ligne. Est-ce que tu as senti qu'il y avait quand même une différence par rapport à ça, en alors, termes d'accessibilité? c'est super paradoxal, mais tu vas être beaucoup plus présent dans la vie de la personne en ligne Ok. qu'avec ouais, parce que si tu veux, bon, tu as été coach en salle. J'imagine que tu es pas sans savoir qu'en général, tu vas coacher une personne 2 fois par semaine. Hormis ces 2 fois par semaine, vous allez quasiment pas parler. Souvent, vous allez parler pour vous dire simplement: «OK, bon, rendez-vous, demain mardi à 10 heures». Tu vois? Vous allez vous caler des rendez-vous. Des fois, il peut t'envoyer un message pour dire: «Ouais, je sens une douleur à l'épaule» ou quoi, mais Ouais. en règle générale, vous allez pas vraiment vous calculer. Or, dans le coaching en ligne, c'est pas impossible que tu parles avec ton élève tous les jours et il y a cette proximité qui, par conséquent, se crée, Mhm. qui fait qu'au final, il y a même un aspect psychologique qui est beaucoup plus fort dans le coaching en ligne. Dans le sens où quand j'étais coach en salle, j'avais très peu à gérer, tu vois, la psychologie de mes élèves. Ça pouvait arriver sur certains cas, parce Mhm. qu'après, tu sais, il y a tout type de profil, tu vois? Il y a des gens qui, Bien sûr. donner des TCA, il y a des gens qui avaient beaucoup plus de difficultés à gérer, tu vois, que ce soit les manques de motivation et autres, qui pouvaient m'appeler de temps en temps, mais ça restait rare. Sur les coachings en ligne, c'est très, très récurrent et tu Ok. vas faire beaucoup de psychologie. Donc, la grosse différence, ça va se trouver là et après en termes de qualité d'accompagnement, parce que tu as beaucoup de gens qui vont remettre en question le coaching en ligne en disant: «Non, mais c'est pas du vrai coaching, tu peux pas faire progresser une personne, à distance». Bah, la réponse courte, c'est que j'ai, les résultats pour prouver que si, mais la réponse longue, c'est qu'après, c'est à toi, en tant que coach, parce que c'est un métier qui est nouveau, de trouver une organisation et de créer un écosystème au sein duquel ton élève peut progresser. Ça veut dire que oui, si je fais simplement que t'envoyer, ta diète à l'arrache et te dire: «OK, tiens, vas-y et voilà, fais ça». Non, maintenant, ça veut dire que toi, tu vas devoir trouver un travail, devoir, faire un travail en amont qui fait que la personne pourrait avoir le suivi de qualité comme si elle avait été suivie en salle par la personne. Donc ça veut dire que, par exemple, moi-même, je me suis cassé la tête à filmer une vidéo explicative pour chaque exercice que je propose dans mes programmes, accompagné pour ceux qui n'auraient peut-être pas l'opportunité de pouvoir regarder la vidéo d'une photo, tu vois, début du mouvement, fin du mouvement, Mhm. explications écrites. Là, je te parle pour chaque exercice, il y en a 70 en moyenne par programme. Tu vois, ça m'a pris plusieurs semaines à faire. À côté de ça, eh ben, tu vois, j'ai détaillé chaque chose qu'il fallait, j'ai essayé de mettre des substituts, était présente. Donc,
en faisant tout ça, ce qui m'a pris énormément de travail, et ben, justement, je peux être dans une situation aujourd'hui où, eh ben, je peux me dire que, ouais, même si c'est du en ligne et que c'est des gens que j'ai jamais vus de ma vie, j'arrive à les faire progresser. Maintenant, je reste quand même convaincu, et ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai toujours dit et confirmé, que le coaching en ligne s'adresse quand même à un public qui est à minima intermédiaire. Ça veut dire qu'une personne 100% débutante qui n'a pas la moindre notion en musculation et qui va te, par exemple, en gros, pour faire du coaching en ligne, il faut que quand je te dis, OK, squat, levé latéral, développé militaire, tu sais déjà ce que c'est. Si je dois te dire ce qu'est un squat, va dans une salle, et ça m'arrive, je recale des gens tous les jours en leur disant, écoute, je sais que tu es intéressé par ce que je propose et tu veux que je te coach, mais tu es complètement débutant. Donc, trouve une salle dans ta ville avec des coachs sur le terrain et passe au moins un mois avec eux pour qu'ils t'apprennent la gestuelle. Et là, tu peux revenir me voir. Mais si tu n'as jamais pratiqué de toute ta vie, fais-toi encadrer, ne serait-ce que pour un mois. Ça coûte combien un coach pour un mois? Fais cette dépense. Ok, c'est intéressant. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? En plus, avec le coaching en ligne, entre guillemets, tu as tout approuvé. Vu que on t'attend au tournant dans le sens où, ouais, mais là, tu vois, quelqu'un va te payer un service alors que tu vas pas être là, du coup, ça les vaut pas, etc. Mais toi, du coup, Alors j'imagine que tu oui, as eu envie de tout faire en sorte pour pouvoir proposer la meilleure chose, la meilleure expérience, et pour pouvoir dire, bon ben voilà, tu vois, au final, c'est tout aussi bien, voire dans certains cas mieux, parce qu'il y a un réel suivi, et tu peux vraiment progresser en ligne. bah, alors on va dire que si tu veux, tu vas pas spécialement être très attendu dans le sens où c'est un métier qui est nouveau. Mhm. Et du fait que c'est un métier qui est nouveau, les gens ne savent pas exactement ce qu'ils vont avoir. Tu vois ce que je veux dire? Ça, par exemple, c'est rare que des gens aillent juste sur mon site et les achètent. 90% des gens que je coach prennent le contact avec moi d'abord pour me demander, mais du coup, ça se passe comment? Mais du coup, est-ce qu'on peut t'appeler? Est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce qu'il y a des bilans? Est-ce que tu changes la diète? Est-ce que ils savent pas, et parce que c'est tellement nouveau que les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Donc j'ai envie de te dire, même si ton métier, il n'est pas incroyable, tu n'auras pas forcément beaucoup de gens qui vont te dire: «Ah, rends-moi mon argent, je me suis fait arnaquer», parce qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Maintenant, d'un point de vue personnel, je te dirais quand même, bien sûr, essaie de faire du bon taf. Mais ça, c'est récurrent au métier de coach ou n'importe. Si demain tu veux être pâtissier, bah, sois le meilleur pâtissier. C'est forcément fait de la qualité. C'est logique, ça se verra dans ton travail, et cetera. Maintenant, est-ce que tu es attendu au tournant? Non. Les gens, ils s'en foutent. C'est un peu comme dans le coaching en salle. Peut-être que tu as les autres coachs qui vont regarder et dire: «Ah, j'ai vu, tu as fait cet exercice, c'est bizarre», mais dans les grandes villes, les gens s'en foutent, sauf si tu es médiatisé. Là, ouais. Dans le sens où, voilà, si tu as une chaîne, que tu fais des vidéos et que, par exemple, surtout si tu as un contenu qui est un peu axé, j'analyse le programme d'un tel, lui, il a fait ci, lui, c'est pas bon. Mhm. Là, si tu sors un programme, tu as intérêt à ce que ce soit de la bombe. Parce que là, par contre, on va t'attendre au tournant, tu vois? Dans le sens où, par exemple, j'ai sorti mon propre programme récemment. Je sais Mhm. que j'ai déjà fait des vidéos où justement je remettais en question des programmes, des trucs comme ça. Je sais très bien qu'il a été décortiqué par des gens, et si jamais il y avait eu un truc, c'est pour ça que j'ai vraiment pris soin de soigner chaque information que je donnais et d'être sûr que c'est l'information que je veux donner, pour être sûr d'être capable de défendre chaque ligne de mon programme. Parce que si j'avais fait une faute de frappe, je me serais fait couper la tête. Ouais. Tu vois? Donc après, ça, c'est vraiment important. Voilà, si tu es médiatisé ou en tout cas que voilà, tu es présent sur les réseaux, là, tu vas être observé, clairement. Encore plus si tu as un physique, justement. Parce que là, les gens attendent la moindre occasion pour prouver que tu sais pas de quoi tu parles. Ouais, j'imagine d'autant plus quand tu es, comme tu as dit tout à l'heure, un influenceur coach, que en fait, Ouais, parce qu'en ligne, comme on sait, juridiquement, c'est assez spécial, vu que tu peux faire un petit peu qui tu veux, faire ce que tu veux. Et du coup, ben forcément, j'imagine que les personnes qui vont réussir parce qu'elles sont déjà connues, déjà influentes, etc., même si, comme tu as dit, c'est pas forcément la seule clé de la réussite, même parfois pas du tout. Et j'imagine que là, dans ce cas-là, les personnes peuvent se dire, bon, ben, tu vois, ah, ben, j'ai été coaché par un tel et au final, il m'a envoyé un torchon, etc. On ne citera pas de nom, mais c'est des trucs qui peuvent être, c'est des trucs qui ont déjà arrivé, il qui sont faut déjà arrivés. savoir que tout se sait. Bah ouais, ouais. Il faut savoir que parce qu'en fait, si tu veux, nous, on réfléchit mal dans le sens où nous-mêmes, on est des acteurs du monde du fitness. Donc forcément, les gens qu'on va suivre sur les réseaux, ça va être des gens du fitness. On va regarder des trucs fitness, on va à la salle tous les jours, on fait des programmes. Donc pour nous, le fitness, c'est très présent. Donc on peut facilement rentrer dans un état d'esprit où on se dit, beaucoup de gens font du fitness, parce D'accord. que c'est ce qu'on voit tous les jours. Mais dans la réalité des choses, les pratiquants de sport en salle, ça représente 8% de la population française. Ok. Et je dis sport en salle, pas musculation. Sport en salle, ça veut aussi dire Zumba, etc. Ça reste du sport en salle. Donc, si tu prends le total, et dans ce groupe-là, il y a la musculation.
Donc, en gros, sport en salle représente 8% des gens en France. C'est rien, c'est une niche. D'accord? C'est tout petit le fitness. Ça veut dire qu'en gros, ce que tu vas faire va se savoir. Et le public fitness, il est très restreint et ça reste. C'est pour ça que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, fais de la qualité. Peu importe que tu penses que ton client s'en rendra compte, pas rendra compte, et cetera. Chaque programme que tu fais, fais-le comme si tu jouais ta vie sur ce programme-là. En fait, sois prêt à défendre chaque information que tu mets dans ton programme. Ne fais rien au hasard, ne fais rien parce que c'est la mode. Tu vois, ne mets pas de cardio à jeun si tu sais pas pourquoi, ne mets pas de diète cétogène si tu sais pas pourquoi, juste parce que tu en as entendu parler sur les réseaux. Fais des choses. Il y a pas un truc dans mes programmes que je suis pas capable de te défendre là tout de suite. Tu vois? Sois solide sur ce que tu fais, parce que ça va savoir. Et une fois que tu as cette étiquette-là, c'est très, très chaud. Et c'est des noms qui tournent. Moi-même, j'ai beaucoup de gens qui ont eu d'autres coachs avant et je dois avoir une liste de noms de ouais, alors lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. On m'envoie les diètes, on m'envoie les programmes et c'est chaud. Et je me dis, cette personne devrait faire gaffe. Je suis gentil, je dirais jamais de nom, tu vois, mais je me dis que voilà, s'ils ont dit ça à moi, ils vont pas le dire qu'à moi. Et Bien sûr, ouais, ouais. il y a des gens qui seraient prêts à payer cher pour ce genre d'informations parce qu'ils attendent juste ça pour te dégommer en vidéo. Donc, ça, c'est la base des bases. Et plus tu es suivi, plus tu dois surveiller tes arrières. Parce qu'il y a des gens qui veulent ta tête. Parce que c'est normal, ils veulent ta place. Et du coup, tu penses que parfois, ça peut arriver où le coaching en ligne, ça peut devenir plus du marketing que de l'expertise? C'est un mix des deux. La mise des Parce deux. que si tu es fort en marketing, mais que tu n'es pas bon en connaissance, ça va se savoir et finalement tes trucs ne vont plus se vendre. Il y a des exemples dans tous les sens, mais de gens qui étaient très suivis, qui ont sorti des programmes. Le programme était bancal, il s'est fait démonter 2 3 fois en vidéo et maintenant plus personne l'achète. À côté de ça, si tu as l'inverse, c'est-à-dire si tu es le mec le plus compétent du monde, mais que tu sais pas mon il faut qu'on sache que tu es compétent. C'est Si vrai. tu sais pas communiquer sur le fait que tu es compétent, comment je sais que tu es le meilleur? Tu vois? Donc, c'est le fond et la forme. Soigne les 2 et tu as pas à choisir. Tu vois, c'est comme un peu cette vendetta qu'il y avait pendant un moment, le débat coach, diplômé vs influenceur. Mhm. Je trouvais ça stérile dans le sens où, ouais, mais eux, ils savent juste faire des vidéos, ils savent juste faire des photos, mais nous, on a les vraies connaissances. Bah, maintenant que tu as les connaissances, apprends à faire des vidéos, apprends à faire des photos. C'est vrai. Pourquoi je fais les 2? Tu vois? J'ai passé des heures à apprendre à faire des vidéos, je me suis formé en photographie et cetera, parce que je savais que même si j'ai mes connaissances et que ça fait presque 11 ans qu'il n'y a il n'est ce que je dis des trucs, je sois sur des études et j'ai des chaînes d'emails dans tous les sens. Mais si je sais pas le montrer aux gens ça, comment est-ce qu'ils vont je peux avoir toutes les je peux être capable de te réciter, chaque articulation, chaque nerf, chaque mais si Mhm. tu le sais pas tout ça. Donc bien sûr qu'il y a un aspect marketing. Si tu sais pas te marketer, tu vas aller nulle part. C'est un juste milieu à trouver. Maintenant et ça par contre, c'est autre chose sur lequel je suis très, 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 à cheval parce que c'est une grosse idée reçue que les gens ont. Les gens pensent que tu ne peux pas t'enrichir sans niquer les gens. C'est très faux. Tu peux faire de l'argent très honnêtement et même en grande quantité. Il y a énormément d'argent sur internet et ça ne demande pas forcément de niquer les gens. Tu peux faire un travail honnête dont tu es fier et t'enrichir. Les 2 vont ensemble. Ça demande juste plus de taf parce qu'il y aura pas de raccourci, mais si tu es prêt à mettre cette charge de travail, tu as absolument pas besoin de couper des têtes pour t'enrichir. Loin Est-ce de que là. c'est pas plus durable? Est-ce que tu crées Et pas c'est plus une base plus solide? Ouais. c'est plus solide. Mhm. Parce que pourquoi? Comme je te l'ai expliqué, tout se sait. Et le truc avec le fait que tout se sache, c'est que plus tu vas venir contrarier un tel, te mettre mal avec un tel, faire un coup de pute à un tel, faire un truc. Ça, c'est des graines que tu plantes. Et 2 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, elles peuvent te retrouver ces graines-là. Ouais. Tu vois? C'est pour ça, le truc que je mets toujours les gens en garde, c'est les conflits entre coachs, entre je sais pas quoi, de ouais, mais lui, il dit de la merde. C'est pas, laisse-le dire de la merde, les gens s'en rendront compte d'eux-mêmes. Tu vois? Moi, la seule raison qui me ferait intervenir, c'est quand il y a un aspect santé. Si une personne bousille la santé des gens, là, par contre, je vais m'énerver. Mais hormis ça, si tu fais simplement de la merde, mais que ça ne porte atteinte à personne, fais ta merde. Tu vois? Parce que ce mec-là, le jour où il a un dossier sur toi, il le ressort. Et du coup, tout ce que tu as passé des années à construire, ça tombe. Tu vois? Et c'est tentant de te dire: «Je vais démarrer ma chaîne YouTube, je vais balancer plein de dossiers sur plein de gens, comme ça va faire plein de vues». Sur le long terme, tu te crames, tu te crames. Tu vois? Fais ton truc honnêtement, ça peut prendre longtemps, mais c'est un travail de longue haleine. Ça fait 3 ans que je poste, 1 post Insta par jour, 3 vidéos YouTube par semaine, que je fais 50 stories par jour. Ça a mis beaucoup de temps à se créer, tu vois? Et j'en suis même pas à un dixième de ce que je veux faire, j'ai encore rien fait. Mais je le fais lentement, je sais que je pourrais aller plus vite si je faisais des pratiques dont je suis pas fan, mais je préfère y aller à mon rythme, être fier de mon travail et surtout, tu vois,
me lever en ayant ma conscience tranquille, de pas me dire: «OK, il y a un mec qui vient, pour prendre ma place ou pour me couper la tête», même s'il y en aura toujours. Mais ça va être beaucoup plus dur de trouver des trucs à sortir sur moi, tu vois? Vu que tu es resté réel et que tu pas de tabou. Franchement, tu vois, c'est comme, ce que j'en parlais avec un pote à moi, ça, qui me disait: «Ah mais imagine, tiens tel il avait dit qu'il voulait faire une vidéo sur moi». Bon, au final, elle était gentille la vidéo, mais on savait pas à ce moment-là, tu vois? Il m'a dit: «Imagine, il sort ci, il sort ça». J'ai dit: «Ça, c'est comme le film avec Eminem, là, 8 Mile». Tu vois la dernière scène quand il balance tout sur lui avant même que l'autre il ait commencé? C'est ça, c'est la technique 8 Mile. Tu sais, j'ai déjà tout dit. Ouais, c'est Qu'est-ce que vrai. tu vas te dire? J'ai pas Il y a pas un truc que j'ai pas déjà raconté, en fait, vas-y, les gens, ils savent tout. Donc du coup, tu es cramé. Mais voilà, après, de toute manière, c'est un parcours qui est vraiment personnel, travail pour toi. Les autres, il y a des gens qui t'aimeront, des gens qui t'aimeront pas. Mais voilà, tant que tu es solide dans ce que tu fais, que tu veux faire de ce que toi tu proposes, tu pas tant que ça à te soucier de qui est à droite, qui est à gauche, qui me regarde, qui m'aime pas, qui sois toi-même, en fait. Et quand tu es comme ça, tu pas vraiment de stress vis-à-vis de la vie des gens. Parce que de toute manière, tu sais que tu aurais pas pu être autre chose, tu vois? Quand je fais des vidéos et que les gens ils me disent: «Ah, j'aime pas commenter, j'aime pas ceci, j'aime pas cela». Je dis: «Ouais, mais j'aurais pas pu être autre chose. C'est ce que je suis». Ça veut dire qu'en gros, je peux pas me transformer pour te plaire. Si après c'est de bonne guerre, pas de souci. Mais si du coup je t'ai pas plu, c'est que tu ne m'aimeras pas. Si tu me vois en soirée, tu vas pas m'aimer non plus, parce que je suis comme dans ma vidéo, tu vois? Et quand tu es toi-même, le reste il se met en place. De toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Et comme on a dit, la démagogie, ça va un moment, mais soit tu seras et t'es sincère et du coup, il y a des personnes à qui tu plais pas, mais les personnes à qui tu plais, c'est vraiment 100%. Soit tu essaies de plaire à tout le monde et en fait, tu plais vraiment à personne, quoi. Tu es Ouais, toujours dans le je me cherche, je fais ci, je fais ça. Ah, mais je vais faire ça parce que c'est ce qu'il va vouloir, etc. je t'ai dit, les gens maintenant, ils sont trop forts pour capter ce genre de choses. C'est même inconsciemment, tu vas te cramer. Tu vas te cramer parce que tu vas contredire un truc que tu as dit. Tu vas faire un coup de gueule contre un truc juste parce que c'est, la tendance du moment. 2 semaines après, tu vas parler de cette chose positivement, et cetera. Les gens, ils s'en souviennent de tout ça. Ouais, Tu vois, Quentin? Tu vois? Donc ça t'apporte rien. Les gens, quand ils sentent que tu es sincère, en fait, il y a rien de plus attirant qu'une personne où tu sens qu'il a pas besoin de toi. Tu sais, c'est genre, il te parle parce qu'il veut te parler, et c'est un peu cette démarche-là que j'ai avec tout le monde. Ça veut dire que j'ai toujours été de nature à être, autosuffisant, que ce soit d'un point de vue financier, mais même émotionnel, que ce soit d'un point de vue, j'adore être seul, tu vois? Enfin voilà, j'ai besoin de personne. Tout ce que je veux, je peux l'avoir par moi-même. Ça veut dire que si je parle avec toi, c'est que je t'apprécie pour toi. J'attends rien de toi, et les gens le sentent ça. Et c'est pareil je suis comme ça dans la vie. Ça veut dire que si je parle à quelqu'un, tu vas sentir qu'il y a pas, un plan machiavélique dans ma tête. J'en ai strictement rien à foutre de quoi que ce soit que tu peux m'apporter, je vais me l'apporter tout seul. Et je suis comme ça également sur les réseaux. Ça veut dire que j'ai pas quoi que ce soit à attendre de qui que ce soit. N'achète pas mon programme, c'est pas grave. Viens, on tape juste délire. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, il y a pas je vais pas coacher toute la France, d'accord? Donc, il y a des moments où j'ai même plus de place. Donc que tu prennes mon programme ou pas, je suis pas à toi près. Donc les gens, ils le sentent ça. ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais écoute, c'est déjà pas mal. Moi, j'aimerais juste finir sur une petite touche qui a rien à voir. Déjà, tu as donné des très bons conseils, très bonnes infos. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je pense que ça fait déjà une bonne introduction. Et pour finir, par rapport à tout ce côté fitness, etc., pour rester sur ça, c'est une question qui est assez large, assez bateau, qui va te faire un petit peu réfléchir, mais c'est un truc que je pose à quasiment tout le monde maintenant. Pour toi, qu'est-ce que ça représente l'aspect santé? Qu'est-ce que c'est la santé pour toi? Est-ce que c'est juste le fitness? Qu'est-ce que c'est pour toi? La santé, pour moi, c'est le bien le plus sous-coté qui existe. Parce que c'est techniquement, on parle beaucoup de: «Ouais, c'est la chose la plus précieuse qu'on ait», et c'est vrai. Mais combien de personnes est-ce que tu connais traitent réellement leur santé comme leur chose la plus précieuse? Quelle personne tu connais ne passe pas la première moitié de sa vie à se ruiner la santé pour pouvoir gagner de l'argent ou pour pouvoir, profiter de sa vie, tu vois? La santé, c'est très, très sous-coté, et souvent, on se rend compte de ça parce que ça nous rattrape quand c'est trop tard. Et là, c'est l'inverse. Je te dis, je fais un peu j'ai beau faire le mec qui est là en train de prêcher la bonne parole, mais moi-même, ben, j'ai passé, mes premières années de pratique à plus ou moins négliger, pas négliger, mais à vraiment pas mettre ma santé à la position où elle aurait dû être. Dans le sens où, si tu veux, pour moi, c'était juste: «OK, je vais être le mec le plus baraque quand je rentre dans la pièce». À côté de ça, comment je me sens, est-ce que je m'en fous. Si je suis baraque, santé ou pas. Maintenant,
j'estime être chanceux de m'en être rendu compte relativement jeune. Et c'est vrai que depuis quelques années, 1 an ou 2, on va dire, c'est vraiment beaucoup plus quelque chose que je mets en avant, mon aspect santé, tu vois? Et bah, je vois à quel point ça a de l'impact déjà sur la manière dont je me sens, mais à tous les niveaux. Ma productivité et même mes capacités physiques. Mon corps, la plus belle transformation que j'ai faite de ma vie, c'était cette année. Et c'est pas une coïncidence que c'est aussi l'année où j'ai décidé de beaucoup plus être à l'écoute de ma santé. Donc ça me laisse et après, je pense que c'est une réalisation que chacun fait. Tu l'as fait juste plus tôt ou tard selon les personnes. Dans les faits, j'espère que pour la plupart des gens, ce sera plus tôt que tard. Beaucoup de gens certains le font jamais, cette réalisation, tu vois? Mais c'est vrai qu'après, on a tendance à vivre dans j'allais dire dans une époque, mais je pense que ça a été comme ça même dans les autres, où la santé, c'est extrêmement sous-coté. Sans se rendre compte que la santé, c'est la base de tout. Parce que, par exemple, tu as plein de gens qui vont dire: «Moi, je m'en fous de la santé, je veux simplement être, baraque, simplement développer du muscle et cetera». Un corps en bonne santé, c'est une machine à faire du muscle. Donc en partant de ce principe-là, même quand tu dis: «Ouais, moi, je m'en fous des compléments santé, vitamine C, oméga 3, magnésium, je m'en fous, moi, je veux de la créatine, des BCAA, des je sais pas quoi». Bah, si tu pars du principe que ton corps en bonne santé, c'est la chose qui va le plus t'aider à te développer physiquement, eh ben, on pourrait dire que les compléments vitamines, enfin les compléments santé, c'est en réalité les meilleurs compléments performance. Donc tu veux être musclé, prends tes oméga 3, tu veux être musclé, fais en sorte de ne pas avoir de carence, tu veux être musclé, bois ton eau, tu veux être musclé, dors tes nuits entières. C'est beaucoup plus important que de prendre de la créatine. Hmm. Voilà. Pour l'aspect Mais santé mentale également, j'imagine que tu dois te sentir plus en paix avec toi-même maintenant que tu fais attention à tout ça. ouais, après ça, on va dire que c'est un travail que j'ai fait sur moi, déjà depuis pas mal de temps, tu vois? Dans le sens où si tu veux, bah, j'avais eu des périodes assez récurrentes dans lesquelles, tu vois, d'un point de vue santé mentale, c'était pas ça du tout. Dans le sens où vraiment, voilà, j'ai des périodes où j'étais peut-être pas aussi positif que ce que je peux être aujourd'hui. Après, il y a eu un moment où je me suis dit, ça va? Un moment où je me suis dit: «OK, ça, c'est un travail sur toi-même que tu dois faire. C'est pas que tu veux faire, c'est que ça peut pas continuer comme ça». Et ça, on va dire que c'est un travail que j'ai fait, avant même d'être sur les réseaux. Maintenant, le fait d'avoir fait ce travail, ça m'a permis, une fois que je suis arrivé sur les réseaux, de pas avoir cette attache émotionnelle avec les réseaux. Ça veut dire et ça, c'est quelque chose, c'est une arme, dans le sens où je suis quelqu'un qui, du coup, grâce au travail que j'ai fait depuis des années, suis extrêmement émotionnellement détaché des réseaux. Ça veut dire que rien de ce qui se passe sur les réseaux peut me faire, me sentir fou de joie ou à l'inverse, rien ne peut me faire me sentir plus bactère. Tu peux me dire que je suis un dieu sur terre, je vais sourire et te dire merci, mais sans non plus, prendre des ailes. Tu peux me dire que je suis la dernière merde que cette planète ait pu porter. C'est pas grave, je vais hausser les épaules et te dire: «Tu as le droit d'avoir ton avis». Mais tu vois, je vais jamais, avoir vraiment cette attache avec les réseaux vis-à-vis de ça. Et ça m'aide beaucoup d'un point de vue santé mentale, dans le sens où, en devenant plus présent sur les réseaux, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui eux-mêmes étaient présents sur les réseaux. Et un truc que j'ai réalisé de plus en plus et que je continue à réaliser, c'est que les gens qui sont présents sur les réseaux, enfin les gros influenceurs, les gros comptes, dans une grande partie des cas, c'est des gens qui sont bousillés mentalement. Parce que justement, c'est des gens qui sont tellement attachés émotionnellement au réseau, que j'ai vu des cas extrêmes où la fille, elle va poster une photo, elle fait un peu moins de likes que d'habitude, c'est la pire soirée de sa vie, tu vois? Et ça, pour moi, c'est un endroit, enfin, c'est une position super dangereuse, tu vois? Et plus tu arrives à avoir cette détache émotionnelle, moins tu seras affecté par tout ce qui peut arriver sur les réseaux et tu relativises en te disant que c'est pas si grave que ça, quoi qu'il se passe, en fait. Tu vois? Et c'est pour ça que, bah, si tu vois même le comportement que j'ai, vis-à-vis des réseaux, c'est que pour moi, les réseaux, c'est un taf. Ça veut dire que je me suis instauré des heures pour les réseaux. Il y a des heures où je décroche. Le dimanche, je touche pas. Tu vois, c'est un taf. Et s'il y a quelque chose qui va pas sur les réseaux, c'est pas ma vie. C'est comme si je me disais: «Il y a un truc qui va pas au taf, donc j'ai un problème à régler». Mais, je pense que c'est super important parce que justement, il y a beaucoup de choses sur les réseaux qui veulent, tu vois, te prendre cette tranquillité mentale que tu as et il faut pas la laisser. Et une manière de pas la laisser, c'est justement d'être détaché vis-à-vis de ça. Vois-le comme un taf. C'est un taf, si ça marche pas, c'est pas grave, tu as autre chose. Bah, écoute, c'est une super vision. Ouais. C'est un super point de vue et une belle leçon de maturité. Et Mmh. je pense qu'on va conclure sur ça. Il n'y avait pas meilleur moyen pour conclure. En tout cas, Dis-moi. merci Nage. J'espère que ça t'a plu de faire ce petit épisode, ce petit podcast. Ah, c'était cool. Ouais, c'était cool.
Bon, j'espère que Ah, ça a plu aussi à ceux qui nous ont écoutés. Pour rappel, yes. vous avez et la version audio, Spotify, Apple, etc., soit la version visio pour nous voir en vidéo si vous voulez voir notre petit visage, c'est toujours sympa. En attendant, si ça vous a plu, faites-le moi savoir, partagez-le à vos potes et on se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Peace.